soit là-haut ou en bas. Là-haut. Je vais me mettre en haut. Je préférerais être en bas parce que je suis en haut et je parle, ça ne me fait pas du tout. Mais je crois que pour certaines personnes, c'est mieux que je sois en haut. Donc voilà, on va faire comme si j'étais en bas, mais je suis en haut. Le son parasite, j'aimerais te dire. Je vais essayer de parler plus fort et peut-être qu'on va pouvoir baisser l'amplificateur. La personne qui s'occupe du son. Eric, il avait peur du micro. Bon, alors Eric, il m'a tendu une super perche là, pour commencer, parce qu'il parlait un petit peu de déconstruire nos systèmes de pensée. Et bon, si vous suivez les vidéos, je vous préviens tout de suite, il y a peut-être beaucoup de choses que je vais dire ce soir, vous l'avez déjà entendu. Je suis désolé, je me répète beaucoup, je n'ai pas grand-chose de nouveau à dire, mais je vais quand même le redire parce que ça me fait toujours autant de le dire, je crois que ça fait du bien. Et donc Eric il disait, voilà, il faut déconstruire mon système de pensée. Et moi, pour moi, c'est la chose la plus importante, finalement, parce qu'on peut parler de physiologie, mais finalement, quand on s'intéresse au domaine de la santé, entre guillemets, on pense beaucoup à l'alimentation, on pense sommeil, on pense exercice physique, choses comme ça, mais c'est relativement simple. La physiologie, on n'a pas besoin de la connaître pour fonctionner de façon normale. À partir du moment, et on le verra tout à l'heure, à partir du moment où on est en relativement bonne santé. Si on est en relativement bonne santé, c'est pas compliqué de continuer à être en bonne santé. Alors, c'est pas compliqué. Le problème, c'est qu'actuellement, c'est plutôt l'inverse que l'on voit, mais parce qu'on a fait une erreur d'aiguillage à un moment. Mais si on réalise cette erreur d'aiguillage, c'est pas compliqué d'aller bien. On n'a pas besoin de connaître la physiologie. Les grands-parents, les arrière-arrière-arrière-grands-parents, il n'y avait pas les connaissances physiologiques qu'il y avait maintenant, et les mecs, ils vivaient quoi. Donc, a priori, en tout cas, d'après ce qu'on a dit. Donc, c'est vraiment en termes de système de pensée pour moi qu'il y a ce grand changement. Et système de pensée, je m'y suis intéressé récemment, alors je suis tout content, là ça va être un petit peu nouveau, je vais vous parler d'un truc, ça c'est de la nouveauté. Je me posais quand même la question, parce qu'il y a une pensée qui prévaut actuellement, c'est la pensée qu'on voit finalement l'humain se balade dans un monde hostile, méchant, rempli de microbes, rempli d'éléments agresseurs. Lui, il est super gentil. Et puis, en permanence, c'est le bombardement, ça se passe à côté et tout. Et puis, de temps en temps, malheureusement, on s'en prend dans la figure. Et puis là, il allait bien. Et puis, comme ça, à 45 ans, il se promenait dans la rue, puis un cancer. Mais pas de problème. Ça aurait été son problème, mais là, pas de problème, il s'est pris un cancer. Et donc, lui, il était nickel, rien à se reprocher, un cancer qui lui tombe dessus. Et c'est cette espèce de notion d'arbitraire total qui déresponsabilise complètement. Ça me paraît la chose la plus importante à faire sauter. Et donc, cette pensée sur laquelle, finalement, l'organisme est stérile. C'est un postulat qu'a postulé, puisque c'est un postulat, quelqu'un qui s'appelait Monsieur Pasteur, Louis Pasteur. Alors, s'il y a bien quelqu'un qui a certainement fait des dégâts colossaux à l'échelle de la pensée humaine, c'est Pasteur. Pasteur, il mériterait vraiment. Quand je pense qu'on parle encore de pasteurisation, mais on devrait effacer ça des bouteilles. On ne devrait même pas oser prononcer ce mot. Ce mot devrait être interdit. Pourquoi? Parce que le plus comique, c'est qu'on a oublié que Pasteur, à la fin de sa vie, il s'est repenti. Parce qu'il avait un de ses collègues qui s'appelait M. Antoine Béchamp. Et le truc, c'est que Pasteur, c'était le premier de la classe. Il savait utiliser les médias. À l'époque, il n'y avait pas la télé, mais c'était déjà le premier de la classe. Il savait parler, c'était Monsieur Belle. Donc, on l'entendait. Et puis, à côté de lui, il y avait un gars qui s'appelait Antoine Béchamp. Ça paraît un peu caricatural ce que je vais dire, mais c'était le petit idéaliste rêveur. Vous savez, le bababou tranquille, qui lui pense que toute l'humanité va se sauver en se prenant par la main. Et donc, lui, il a conceptualisé, il a créé un modèle de regard sur le corps humain qui était l'exact inverse de celui de Pasteur. Et pourtant, eh bien, à un moment, on a fait un choix. C'est-à-dire qu'on a posé comme dogme la vision pasteurienne et sur la vision de Béchamp. Et la vision de Béchamp, elle était radicalement différente de celle de Pasteur. Celle de Pasteur disait que finalement, le milieu intérieur était stérile et faible et agressé par des éléments extérieurs. Béchamp a montré que finalement, il n'y avait rien d'autre de modification que celle du terrain. C'est-à-dire que le terrain intérieur est se modifier en fonction des conditions physiologiques internes. Et pour ça, Béchamp, il a fait un truc qui est très intéressant, c'est qu'il a observé du sang. Je ne sais pas si vous avez déjà vu comment on observe du sang en médecine actuellement, quand on fait des analyses de sang. On m'a décrit les processus. Alors, moi, en termes de trucs techniques, c'est pas. Voilà, j'ai même pas ma tablette avec Wikipédia, je ne vais pas pouvoir me faire le genre.
Je sais qu'il y a à peu près une trentaine d'opérations. On le prend, on le sèche, on le réhydrate, on le redessèche, on le congèle, enfin, on fait des trucs pas possibles à ce sang, on lui passe des solvants, et au bout d'un certain temps, on l'analyse et on les regarde. Il y a une autre méthode d'observation du sang, qui moi me paraît quand même vraiment plus intéressante, qu'on appelle l'analyse au microscope à fond noir, l'analyse du sang vivant. Et là, on voit du sang vivant. Et là, il y a un truc qui est marrant, c'est que si on prend, à l'époque de Deschamps, si on prenait des microscopes qui grossissaient plus de 500 fois, alors en l'occurrence 700 fois, eh bien Deschamps, il voyait des tout petits éléments, des toutes petites machines qui se baladaient entre les hématies, donc entre les globules rouges, oui, des tout petits éléments. Il a appelé ça microsima. C'est un terme, ça fait un peu science-fiction, mais c'est des tout petits éléments. Et ce qu'il a montré finalement, c'est que ces éléments-là, ils n'étaient pas monomorphes, mais ils étaient pléomorphes. Ah, ça c'est des mots nouveaux, j'aime bien, ça fait un petit effet là. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que pour Pasteur, un microbe c'est un microbe. C'est réglé, on n'en parle plus. Il y a un méchant microbe qui attaque le corps, un méchant microbe rentre dans le corps, à l'extérieur c'est un méchant microbe, à l'intérieur c'est un méchant microbe, quand il ressort c'est un méchant microbe, on se passe un méchant microbe de personne en personne. Donc, milieu extérieur, agressif, qui vient nous agresser, qui vient nous, personne, probe, gentil au possible, on n'a rien fait de mal, on est nickel. Et puis là, il y a un méchant microbe qui nous tombe dessus. Voilà. Alors que Deschamps a montré que finalement, dans le corps, les éléments n'avaient pas une seule forme, mais ils étaient pléomorphes, c'est-à-dire qu'ils pouvaient avoir plusieurs formes. Et un même élément, finalement, pouvait être, selon l'état du terrain, selon l'état physiologique, en particulier l'acidité de l'organisme, et bien il pouvait prendre une tête de bactéries, une tête de microbes, et qui pouvait avoir une action favorable ou défavorable sur le corps humain. Et dès lors, on changeait complètement de modèle. Au lieu que ce soit l'élément extérieur qui arrive par hasard, qui agresse, et lui, le but c'est de s'isoler le plus possible par rapport au monde extérieur qui est agressif. Et bien là, par contre, ça montrait que tout n'était que terrain, et que les manifestations qu'il y avait à l'échelle du corps étaient le témoignage de l'état du terrain. On a fait, à une époque, le choix pasteurien. Pasteur se sent mis de mort, ça a été dit, et puis on le sait, il a dit quand même, finalement je me suis trompé, Deschamps avait raison. Mais ça, on ne l'a pas retenu. Et donc, on a appliqué cette théorie pasteurienne. Et donc, dans cette théorie pasteurienne, je vous dis, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes. C'est premièrement, finalement, les choses nous tombent par hasard, on se fait agresser par hasard. Donc, il y a une espèce d'arbitraire, d'inexorable, et dans lequel, finalement, il y a des intérêts qui se servent. Parce que, quand on n'a aucune part de responsabilité, on peut faire à peu près ce qu'on veut. Ça n'a aucune importance. Et d'ailleurs, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit que le début de leur démarche en matière de santé, ça avait été le jour où ils ont développé un cancer, une leucémie, le genre de trucs bien lourds qu'on peut taper actuellement. Et puis qu'un jour, ils ont demandé au médecin, ils ont dit, mais voilà, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce qu'au niveau alimentaire, je pourrais modifier? Non, continue, il n'y a pas de problème, t'embête pas avec ça, ne casse pas, prends ma pilule, il n'y a pas de souci. Et puis il y a quelques personnes qui se voient. Là, il abuse, parce que je commence à savoir l'information, elle circule. Et il y a beaucoup de gens qui ont commencé à se mettre en mouvement parce que je me dis, non, là c'est trop. Là, on pousse trop la chose. Et donc, cette idée comme quoi finalement le terrain n'est rien, elle est intéressante dans un certain objectif, c'est que finalement, notre responsabilité à nous n'est pas engagée, on peut faire ce qu'on veut, et surtout, il n'y a pas de règle. Vous savez, dans la nature, il y a un truc qui est tout bête. Si je mets une graine dans la terre, ok, je pose ma graine dans la terre, si je ne l'arrose pas, s'il ne pleut pas, on imagine, et que je ne l'arrose pas, ma graine, elle ne va pas germer. C'est ça. Ça dépend. Le cas le plus général, le truc facile, voilà, on va faire le cas de base. Voilà. Moi, chez moi, les graines, elles réagissent comme ça, elles ne sont pas compliquées. Donc, la graine, si on ne l'arrose pas, voilà, la graine, si on la piétine, elle va avoir du mal. Surtout le plantule, si on le piétine, quand il commence à pousser, il va avoir du mal. Le sol, s'il est à nu, il va avoir du mal aussi, la pomme va avoir du mal, parce que la déshydratation va se faire. Il y a des tas de lois comme ça. Et à l'échelle de l'humain, c'est marrant, il n'y a pas de loi. On fait ce qu'on veut. Ouais. On fait ce qu'on veut. Je peux jouir de la vie, je peux faire ce que je veux dans ma vie, on s'en fout. Ouais, on s'en fout. Manque de bol, il y a un moment où on se prend le mur. Et moi, c'est la chose qui m'a le plus marqué, c'est qu'un jour, je me suis dit, mais finalement, parce que moi, vraiment, c'est ce que j'ai fait. Vous savez pas, je pratique un peu l'épidémiologie, donc ça m'amuse de regarder dans les yeux. Et donc,
vu que j'ai traversé quand même pas mal de galères, un jour je me suis demandé, est-ce que je fais un procès à mon père ou à ma mère? Donc je l'avais regardé les yeux pour savoir lequel m'avait fait la génétique la plus commune. Et j'ai regardé, et finalement, bah, c'est mon père, je me rassure. C'est mon père que je suis en procès. Mais finalement, bah, ils n'étaient pas si mal. Ils n'étaient pas si mal. Sauf que moi, méticuleusement, entre 20 et 30 et quelques années, j'ai passé mon temps avec une efficacité notable à me détruire totalement. C'est-à-dire vraiment à faire ce que je voulais. C'était le pied absolu. J'étais tout puissant, j'étais le roi des rois et je faisais ce que je voulais. Manque de bol, il y a un jour où je me suis rangé le mur, c'est-à-dire que j'étais plus viable, j'avais 33 ans et je me faisais pipi dessus, j'avais plus à marcher, mon père était obligé de me couper la nourriture, j'étais tuberculeux, je crachais du sang, j'avais une hépatite, j'avais une pancréatite, c'était pas un symbole de réussite absolue. Donc j'ai dit là, il y a quand même un problème. J'ai fait ce que je voulais, j'ai une relativement bonne génétique, et pourtant je me suis mangé le mur. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est tout simple. J'ai enfreint les lois normales de l'individu. Et donc, il y a des lois. Il y a des lois pour qu'une plante pousse, il faut certaines conditions de température. Pour qu'un individu pousse, il faut certaines conditions de température. Vous prenez un enfant, vous le mettez à 70 degrés, il va mal le supporter. Vous le mettez à moins 10, il va mal le supporter. Ça paraît une évidence. Tu prends ton gamin, tu lui fais boire du fioul, il va y avoir un problème. Le truc, c'est que la perversion de ce qu'on a vécu, c'est qu'il y a des poisons qui tuent immédiatement. Donc ça, c'est réglé. Imaginons, le gars, il boit du fioul, son collègue, il le voit mourir avec d'atroces souffrances, il dit, ok, le fioul, on va, on le prend pas. Le problème, c'est que nous, on a, à un moment, fait des choix en termes d'alimentation, mais en termes, on parle beaucoup d'alimentation, je vais vous en parler, moi aussi j'ai bien mangé, mais en termes de mode de vie, en termes de rythme de vie, en termes de choix de vie, on a fait des choix sans se poser la question préalable. Est-ce que c'est un choix qui est adapté à l'individu? Un peu comme on a donné de la carcasse à des herbivores, aux vaches, et puis après, la casser la vache ne marche pas comme il faut. Mais oui, c'est normal. Est-ce que c'est posé la question? Est-ce que c'était adapté? Et donc nous, on a fait un choix à un moment donné d'introduire des aliments, d'introduire des produits, de sélectionner des produits, sans se poser la question de quel serait l'impact pour le corps humain. Et comme ça ne tue pas immédiatement, on n'a pas pu les effets. Et même, les effets, ils sont devenus normaux. C'est-à-dire qu'actuellement, par exemple, on considère que des enfants un peu excités, oui, c'est leur génération. Bon, pas de problème, on les fout sous l'Italie, un petit cacheton, et le gamin, il est tout à fait calme. Donc c'est normal d'avoir des enfants excités. Je peux vous dire, moi, pour avoir vu des enfants qui sont élevés dans des conditions à peu près normales, alors, c'est très... Ouais, je ne veux pas dire ça. Non, je veux pas faire de petit. Non, je veux dire, des enfants qui ont un régime de vie, globalement, qui est plus physiologique. Et je ne dis pas que c'est la responsabilité des parents, pas, parce que souvent on n'a pas l'information. Je les vois, ils sont comme seraient être tout individu, c'est-à-dire naturellement doux, paisibles, heureux, joyeux, calmes. Voilà, c'est la caractéristique première de l'individu. Et le problème, c'est que notre civilisation a évolué progressivement avec des aliments, et puis avec des modes de vie, et puis il y a eu aussi des comportements qui en ont découlé, et qu'on a qualifiés comme normaux. C'est-à-dire que maintenant, quelqu'un qui n'est pas agressif, belliqueux, et au contraire, on va dire, ah non, mais lui, il n'a rien, quoi. Il n'a aucune niaque, t'es pas un battant, t'es pas un mineur, t'as rien. Non, il est juste normal, il n'est pas agressif, il n'est pas belliqueux. Et donc, ces poisons, ces modes de vie qu'on a introduits petit à petit, eh bien, ils ont commencé à rendre les individus malades. Pourquoi? Parce que dans l'approche de Deschamps, contrairement à celle de Pasteur, nous ne sommes pas des organismes stériles dans lesquels finalement des éléments agressifs extérieurs vont venir taper dedans et agresser le système, mais nous sommes des organismes qui sont en autorégulation, et ça c'est quelque chose que j'aime particulièrement pour observer, qui sont en autorégulation. Nous sommes des êtres d'équilibre, permanent équilibre, qui régulent en permanence les informations qui viennent de l'extérieur. Ce ne sont pas des agresseurs, ce sont des informations qui arrivent de l'extérieur, qui les traitent, qui rééquilibrent tout ça, et qui au final, tentent de continuer pour avoir un état qu'on appelle l'état d'homéostasie. L'état d'homéostasie, c'est l'état d'équilibre, de fonctionnement finalement normal d'un corps. Et en fait, à l'échelle d'une vie humaine, on passe notre temps à essayer d'équilibrer en résorbant le trop et en augmentant le pas assez.
Voilà ce que c'est que le travail d'un corps. En fait, en permanence, on équilibre. Il y a un petit équilibre, hop, on équilibre, hop, il y a un petit équilibre, on équilibre. Et quand est-ce que ça se passe mal? Ben, ça se passe mal quand, à force de chercher à équilibrer, il n'y a plus les ressources dans le corps pour équilibrer. Les ressources en termes, si c'est au niveau alimentaire, c'est en termes de minéraux, mais en termes d'énergie nerveuse et ainsi de suite. Quand il n'y a pas les ressources pour équilibrer, quand aussi le déséquilibre est trop fort à un moment donné et qu'on n'a pas la capacité à compenser assez vite. Et donc finalement, quand on parle de maladie humaine, parce que la plupart des gens, il y en a qui sont venus ici parce qu'ils sont en bonne santé, tout va bien, nickel, il n'y a pas de problème. Ah ouais, quand même. Bah bravo, ouais, chapeau. Ouais. Non, accepter de manger des carottes et des bananes alors que tout va bien, il faut le faire quand même. Non, ouais. Non, ça me fait beaucoup, merci. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que la plupart du temps, c'est parce qu'on a un problème de santé. Et donc, ce problème de santé, au final, c'est très simple à comprendre. C'est très simple. Il y a quelqu'un que j'apprécie beaucoup qui s'appelait Arnold Ehret. Arnold Ehret, il a tombé une équation qui est toute simple, qui dit V égale F moins Z. Alors, V égale F moins Z, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la vitalité. La vitalité, c'est ce qu'on témoigne. C'est-à-dire, c'est pas comme l'analyse de sang, c'est quand je te rencontre dans la rue, qu'est-ce que tu dégages? On croise des gens, c'est groupie, quoi. Non, c'est vrai, ça donne pas envie. Il y a un lit, on ne fait pas de côté, on dit oula. Voilà. Puis il y en a d'autres, on les croise et là, waouh, ils dégagent quelque chose. C'est pas parce qu'ils sont super beaux, bien brochés, ou alors bien volumés, non, c'est pas leur apparence physique en tant que telle, c'est ce qu'ils dégagent. Hein, il y a une espèce de charisme. Bah, ça, c'est la vitalité d'un individu. V égale F moins O. F, c'est la force. La force, en fait, ce sont les caractéristiques intrinsèques de l'individu. C'est le truc qui va faire que tu vas faire un procès à ton père ou à ta mère. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as obtenu à la naissance? C'est la donnée initiale. Moins O, c'est les obstructions. Quand O devient gros comme ça, un V, il est petit comme ça. Voilà. Quand O diminue, V, il augmente. C'est tout simple. Comprendre le phénomène de santé, quelque part, c'est ne comprendre que ça. Il n'y a dans le corps que des obstructions. Le corps passe sa vie, toute notre vie, à essayer de lever ces obstructions. Coûte que coûte. Quand on est jeune, on est super balèze pour lever les obstructions. Ce qui fait qu'on fait des tas de maladies. Donc ça bouge, ça sort, ça crache, ça dort pas de la nuit, ça fait des fièvres pas possibles. Et puis petit à petit, on est de moins en moins fort, entre guillemets, on est de plus en plus épuisé au niveau nerveux, on a de moins en moins de ressources, et puis la fièvre, on a de plus en plus de mal à faire une fièvre, parce que ça peut surprendre, mais effectivement, faire une fièvre, il faut quand même avoir pas mal d'énergie. Pour monter un corps jusqu'à 39, 40, 41, 42 degrés pour certains, ben, il faut avoir des ressources. Ça, c'est pas n'importe comment. Et donc, au fur et à mesure, l'obstruction augmente dans le corps, et la capacité du corps à lever cette obstruction, elle diminue. Donc, c'est mal barré, parce que d'un côté, ça augmente en obstruction, de l'autre côté, ça diminue. Et c'est là où, finalement, à un moment, mais ces obstructions sont telles que des fonctions normales, des fonctions vitales du corps ne sont plus assurées. Quand ces fonctions vitales du corps ne sont plus assurées, c'est tout simple, ça marche plus. La machine, elle marche plus. Alors après, il va y avoir des symptômes. Mais les symptômes, c'est l'arnaque. Pour moi, c'est l'arnaque de Pasteur aussi, les symptômes. Le symptôme, il nous fait nous concentrer sur des éléments isolés et diffus pour ne pas voir le tableau d'ensemble. C'est-à-dire que le symptôme, ça va être le truc qui est là, 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 puis on va essayer d'éradiquer là, puis éradiquer là, puis éradiquer là, puis éradiquer là. Et au final, on ne voit jamais le tableau d'ensemble. Et ça aussi, ça fait partie de la logique pasteurienne, parce que dans la logique pasteurienne, finalement, eh bien, il y a un élément agresseur qui va analyser une zone de l'organisme en particulier. Donc, on chope l'élément agresseur, on l'explose, et après, on n'en parle plus, on a gagné et tout va bien. Le problème, c'est que dans la vision de Béchamp, le terrain est modifié de façon globale. C'est-à-dire qu'on est des individus. Individus, ça veut dire qu'on ne peut pas être dividu. Hein, donc, on ne peut pas être divisé. C'est ça? C'est pas ça? Bon, ça fait bien en tout cas. On ne peut pas être individu, voilà, c'est tout. Et comme on ne peut pas être individu, on ne peut pas être découplé. Donc, on est un tout global. Et il ne peut pas y avoir de déséquilibre à l'échelle d'un corps. Dieu,
À la fin, je donne des explications. Je vais donner quelques explications. Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas y avoir de déséquilibre de façon localisée? C'est quand même intéressant. Un corps, a priori, est composé de cellules. Beaucoup de cellules. Alors en réalité, on dit que l'élément de base fonctionnel du corps est la cellule, c'est ce que je voulais vous raconter, et en fait c'est faux. Mais sinon ça devient trop compliqué. Parce que ce qu'a montré Deschamps, c'est que ces premiers éléments qu'on voit dans le sang, qui sont les microzymas, constituent eux-mêmes les cellules, sont les éléments de base de la cellule. Mais on va revenir à la cellule. Globalement, une cellule, ça a des besoins basiques. La vie, elle est simple. Une cellule, il faut qu'elle respire, qu'elle se nourrisse et qu'elle défèque, qu'elle fasse sortir ses déchets. Eric en a parlé, il a donné une très bonne définition du déchet. Qu'est-ce que c'est qu'un déchet? C'est un produit dont on ne sait que faire. C'est-à-dire que la cellule, un produit qu'elle ne peut pas traiter, qu'elle ne peut pas utiliser, dont elle ne va pas tirer un parti, c'est un déchet. Un déchet, il faut le sortir. Nous, à notre échelle, dans une maison, qu'est-ce que c'est qu'un déchet? C'est quelque chose qu'on ne va pas pouvoir réutiliser. Par exemple, j'ai une banane chez moi. Tant que la banane elle est pleine, c'est pas un déchet parce que je vais pouvoir la manger. Je la mange, il me reste la peau. Si j'ai un jardin, c'est pas un déchet, je vais pouvoir le valoriser, il va pouvoir être recyclé, ça va donner du bon compost. Si je suis au 18e étage et que j'ai nulle part à me mettre, je vais devoir le mettre dans une poubelle, donc ça va devenir un déchet parce qu'il va falloir que je descende la poubelle, ça va me demander du travail. Et donc là, c'est un déchet. Mais la cellule, ses besoins de base, c'est être alimenté, respirer, évacuer ses déchets. Les déchets, elle les évacue dans un liquide qu'on appelle la lymphe, tout simplement. La lymphe, c'est un liquide gras, épais, visqueux, qui correspond à peu près à 75% des fluides dans le corps. Le sang, c'est que 25%. Et c'est ce qui explique que nous sommes avant tout des organismes qui sont faits pour éliminer, pour nettoyer. Parce que c'est la condition première pour qu'une cellule puisse s'alimenter. Si vous avez une cellule qui est remplie de déchets, elle ne pourra pas s'alimenter. Pourquoi? Parce qu'elle est déjà complètement pleine. Et donc, la fonction éliminative est la fonction primaire de l'individu. C'est ce qui fait que souvent je dis, on est des homo eliminatus. Toute notre vie, on va essayer d'éliminer ces déchets. Alors, il va de soi que plus on en met, plus il faut travailler. Plus on en met, plus il faut travailler. Et si notre corps n'a pas la capacité, plus ça va s'accumuler. C'est une histoire comme dans une maison de vase communicant. Si tous les jours tu mets des cajons de trucs dans ta maison, et puis que question nettoyage, c'est pas trop ça. C'est typique. Moi, chez moi, chaque fois qu'on va, on a un stockage de nourriture qui est à l'autre endroit de la maison. Donc chaque fois qu'on y va, on prend un cajou, on ramène un cajou dans la maison, sauf qu'on ne mange pas tout ce qu'il y a, donc on le laisse dans la maison, et puis finalement, chaque fois on va chercher un cajou, puis on ramène. Et vu qu'on est feignant, on ne sort pas le cajou. Donc qu'est-ce qui se passe? Ça s'accumule. Ça s'accumule. Il y a un moment, il y en a tellement qu'on est obligé de sortir les cajoux parce qu'on vit dedans. Mais là, c'est un peu pareil au niveau de la cellule. Finalement, à force de s'accumuler, eh bien, la cellule ne peut pas avoir sa fonction réalisée. Et donc, je vous disais, cette cellule, elle évacue ses déchets dans un liquide qu'on appelle la lymphe. Et la lymphe, il y en a partout dans le corps. Il n'y a pas la lymphe du petit doigt, je ne connais pas le nom de ce doigt, c'est l'index. Chacun a ses spécialités. Donc ça, c'est l'index. D'accord. Mais il n'y a pas la lymphe de l'index, il n'y a pas la lymphe du pouce, il n'y a pas la lymphe du coude. Vous savez, c'est un petit peu comme quand on parle de l'océan Atlantique, la mer Méditerranée, l'océan Pacifique, puis on a l'impression que c'est des choses séparées. Mais l'eau qu'il y a dans l'océan Pacifique, c'est la même eau qu'il y a dans la mer Méditerranée. Elle communique toutes les deux. Il y a une unicité entre les deux. C'est pas parce qu'on donne des noms qui sont en fonction de la localisation qu'il va y avoir des différences intrinsèques dans ces produits. Eh bien, à l'échelle du corps, c'est la même chose. Ce qui reçoit les déchets, ça s'appelle la lymphe. Il y a la même lymphe dans tout le corps. S'il y a une congestion quelque part, la congestion est partout. Pourquoi est-ce qu'il y a un symptôme qui apparaît à un endroit? Parce que, et c'est là où rentre le procès contre papa-maman, parce qu'à un endroit du corps, on a une zone un peu plus faible. Et donc, c'est celle qui lâche en premier. Mais donc, le symptôme n'a strictement aucune importance. Ou alors, il est juste là pour nous dire attention, warning, il y a un problème, il y a un niveau de congestion, il y a un niveau finalement de toxicité qui est atteint, et tes premiers signes là sont en train de venir. C'est-à-dire que ton premier signe, ton organe le plus faible est en train de lâcher. Et donc, ça devrait être conçu comme vraiment un indicateur. Et donc, c'est là où je vous dis, il faut vraiment changer de mode de pensée, littéralement. C'est-à-dire que tout ce qu'on nous a appris en termes de regard sur le corps, en termes de conception, de regard des phénomènes qui nous arrivent, ont été modelés au travers de ce moule symptomatique et de ce moule pasteurien. C'est dommage. C'est dommage. Et
Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça véhicule une idée du monde qui est, pour moi, qui est assez nauséabonde. C'est-à-dire que c'est un individu qui se balade dans un monde qui est agressif, qui est mauvais pour lui. J'irai même plus loin, ça véhicule l'idée finalement d'un espèce de dieu pervers qui aurait créé des éléments pour nous nuire et contre lequel il faudrait qu'on se défende en permanence. Et tout ça, il faut vraiment voir que c'est le fruit d'une idéologie. On nous a appris à ce que le monde nous agressait, comme ça on doit s'en défendre, donc on doit acquérir des outils, des armes. Ça donne tout un état de pensée aussi par rapport au monde. On est en guerre contre le monde, on est en guerre contre le vivant en permanence pour se prévenir contre lui. Ce n'est pas une philosophie de la douceur, de l'abondance et de l'amour, c'est une philosophie de la guerre, de la bataille, de la protection. Et donc, quand on se rend compte, et c'est ce qui prévaut aussi en termes d'agriculture, l'agriculture, moi je sais qu'une fois il y a quelqu'un qui m'a défini le modèle agricole simplement, il m'a dit, le modèle agricole actuel c'est simple, qui prend une terre d'une abondance totale, d'une vitalité extrême. Tu la prends, tu tues toutes les formes de vie à l'échelle de cette terre, comme ça, tu es tranquille, tu n'as personne qui t'embête, tu n'as pas un micro-organisme qui va se ramener. Une fois que tu as tout stérilisé, tu mets tes graines, tu apportes juste ce qu'il faut pour qu'elles ne soient pas tout à fait mourantes, qu'elles survivent et qu'elles donnent une petite récolte, et là, tu as gagné. C'est à peu près ça. Et c'est à peu près ce qu'on vit aussi à l'échelle du corps humain. C'est-à-dire qu'on stérilise tout, comme ça on fait place nette, et après on apporte les quelques éléments vitaux nécessaires de manière à ce que ça fonctionne, que ça survive à peu près. Et donc, cette logique-là, elle nous fait être en guerre permanente contre le vivant. Et je crois que c'est amusant parce que ce que je réalise actuellement, et c'est pour ça que j'avais aussi l'idée de cette conférence avec Eric, c'est pour ça qu'on va consacrer tout à l'heure autant de temps à discuter tous ensemble pour voir un petit peu ce qui va émerger. J'ai rencontré, depuis que j'ai fait ces vidéos, j'ai rencontré pas mal de monde. Bon, je connaissais déjà le domaine un petit peu de la permaculture, et j'avais remarqué cette guerre contre le vivant. En termes de santé, il ne m'a pas fallu longtemps pour comprendre qu'on était en guerre permanente contre le vivant. Et puis j'ai rencontré des gens qui parlaient d'éducation, particulièrement, bon, j'ai rencontré il y a peu de temps, il y a une fille extraordinaire, j'ai fait un lien vers une de ses vidéos, qui s'appelle Céline Alvarez, je me permets de la citer parce que si vous allez sur YouTube, qui s'appelle Céline Alvarez, elle fait un travail au sein de l'éducation nationale qui est absolument stupéfiant. Et elle, ce qu'elle nous a dit en premier lieu, c'est que voilà, on fait une guerre contre le vivant, contre l'enfant, contre la volonté spontanée de l'enfant d'apprendre. On casse toute cette spontanéité et finalement, eh bien, on se retrouve avec des résultats médiocres, d'une inefficacité totale. Eric parle d'inefficacité dans le mode de culture. Moi, je parle d'inefficacité totale dans la physiologie humaine, c'est-à-dire qu'on n'a jamais été aussi faible physiquement que nous le sommes à notre époque. Moi, j'ai été boulanger à une époque, et quand j'étais boulanger, on avait descendu les sacs de farine à 30 kg. Quand il y avait des petits vieux, les fameux petits vieux qui nous regardaient, là, qui avaient 80-90 ans, ils nous regardaient et ils disaient, hé Coco, moi à ton époque, c'était des sacs de 70-80 kg que je charroyais. Puis ils me regardaient et ils disaient, t'es bien faible, mon gaillard, t'es bien faible. Et ça, c'est valable. Les ouvriers disparaissent. Dans le bâtiment, les sacs de ciment, on a diminué le poids. Pourquoi? Parce qu'on est de plus en plus faible. On est en train, finalement, avec cette guerre contre le vivant, on est en train d'obtenir un degré d'inefficacité totale en matière d'éducation, en matière de culture, en matière de santé, en matière de système économique. Le système économique actuel est extrêmement inefficace. Il était censé créer la richesse pour tous, il crée la rareté et la pauvreté pour tous, pour beaucoup. Donc, nous sommes dans des systèmes globalement inefficaces. Pourquoi? Parce que, imagine, tu as une rivière. Okay, on te plonge dans la rivière. Tu as deux choix. Soit tu commences à remonter le courant. Alors là, je ne vais pas pouvoir faire le micro, je ne suis pas bon à la brasse, mais c'est ça une brasse. C'est ça. Et puis tu brasses, et puis tu brasses, et puis tu brasses. Tu regardes le bord à côté de toi, ça avance pas trop, Si tu es super fort, super costaud, tu commences doucement à remonter le courant, et puis tu transpires, tu chies, t'en peux plus. Tu obtiens certains petits résultats, tu commences à gagner un petit peu quand même par rapport à la berge, mais au prix de quels efforts, au prix de quel épuisement. Et puis un jour, il y a deux possibilités. Soit tu es interpellé par le message, tu te rends compte que tu t'es épuisé toute ta vie à nager contre le courant, et là, tu lâches. Tu lâches et tu te laisses emporter par le courant. Et là, tu vas voir la berge, mais ça va te filer à toute vitesse. C'est beaucoup plus facile d'aller dans le sens du courant. Il y en a certains qui réalisent, il y en a d'autres, et là, c'est là où on peut dire que parfois la maladie est une chance. Je refuse de dire que la maladie est une chance. Pour moi, la maladie, c'est une monstruosité. Il n'y a rien de bon. Des fois, on me dit, oh lui, il a eu de la chance, il est tombé là. Et
va lui dire ça qu'il a la chance. Non, mais va dire ça à un leucémique ou au cancéreux. Ah, ta maladie, c'est ta chance, ta maladie va te sauver. Non, non. C'est la compréhension peut-être que tu peux tirer de cet événement-là qui va te changer la vie. Mais la maladie n'est pas une chance. Mais certaines personnes, finalement, eh bien, à force de nager contre le courant, elles n'en peuvent plus, elles sont épuisées. Et là, c'est pas par compréhension, mais c'est simplement parce qu'elles n'ont pas le choix, ça lâche. Elles n'ont plus la force musculaire de nager contre le courant. Et là, boum, elles se laissent partir dans l'autre sens. Et là, elles se rendent compte que la verge, elle défile à toute vitesse. Les résultats d'efficacité, on l'a. Et Eric me dit souvent, je ne sais pas si tu l'as dit tout à l'heure, non quoi que finalement, ce qui était intéressant, à l'échelle d'un corps comme à l'échelle d'un terrain, c'est qu'on voit qu'on met 30, 40 ans finalement pour dégrader un terrain, que ce soit un terrain physiologique ou un terrain agricole, un terrain quoi, un vrai terrain. Et on met 30-40 ans pour le dégrader, on ne va pas mettre 30-40 ans pour le restaurer. On va mettre beaucoup moins. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on part dans le sens du courant, et ça va à toute vitesse. Alors, à l'inverse, en tout cas, moi je parle en termes de physiologie, quand tu parles en termes de restauration des terrains, en termes de physiologie, il ne faut pas croire non plus que ça va se passer en 1 ou 2 jours. Hein? Toujours pareil, parce que je lui dis qu'à l'échelle d'un corps, finalement, tout n'est que construction. Imagine, tu as 30 ou 40 années de MERDE qui s'est accumulé dans le corps, tu essayes de faire sortir ça par ce qu'on appelle des émontoires. Donc, globalement, les émontoires, c'est derrière, devant, et puis par la peau. Donc urine, sel et la peau, tu essayes de faire sortir ça en 2 jours, ça va être monstrueux. Tu vas à personne. Voilà, non mais ça va être pragmatique. Tu as des portes de sortie qui sont ce qu'elles sont. Si on essaie de faire sortir 30 ans, 40 ans d'accumulation en 2 jours, ça ne va pas marcher. Ça prend un peu de temps, mais ça prend beaucoup moins de temps. Moi, il y a 7 ans, vous m'auriez vu, je faisais peur. Là, on ne peut pas dire que j'ai une carrière de bodybuilder, je fais 50 kilos à peu près. À l'époque, j'en faisais 30. Je faisais la même taille, je n'ai pas grandi entre temps, ça, il n'y a pas de problème. Alors, vous pouvez imaginer à quel point j'étais dans un état de faiblesse. J'étais épuisé, j'étais au bout du rouleau, plus rien ne fonctionnait. Dans ma tête, ça ne calculait même plus, j'entendais plus les informations, je planais à 3000 km, c'était génial, je ne comprenais rien à ce qui se passait. Il m'a fallu 33 ans pour en arriver à cet état-là. Il m'a fallu 7 ans pour être ce soir ici. Donc ça va quand même plus vite. Et ça, pour moi aussi, c'est ce qui est essentiel, et c'est ce que témoigne Eric aussi, c'est de dire, ok, on a des causes. Je le constate. Et c'est cette notion de responsabilité qui est importante. Parce que, je l'ai dit, dans la vision pasteurienne, finalement, on se balade dans la rue, tranquille, et puis de ce coup, boum, un méchant virus qui nous tombe dessus, qui nous attaque. Et là, on ne peut rien faire. Et surtout, le virus qui nous est tombé dessus, si on a de la chance, bon, on le chope, on lui tourne le cou, et on l'envoie se faire voir, mais il y a toujours le risque. On vit maintenant en permanence, encore chaque fois qu'on se bat dans la main, il est où le prochain virus qui va me tomber dessus? Alors que, enfin, ce que je veux dire par là, c'est ma pensée, ce que je veux dire par là, c'est que finalement, on vit dans une peur permanente, et deuxièmement, on vit dans un état dans lequel... Je vous ai vu ce que je veux dire. Ça arrive des fois. Non, il y a une friture sur la lune. Bon, c'est pas grave, je vais retomber ensuite dessus. Donc il faut m'excuser. Tout n'est pas revenu en 7 ans. Hein, la fois, il y a encore en 7 ans. Voilà, dans 2-3 ans, on va revenir, ça sera mieux. Non, mais... Ah voilà, la responsabilité, ça me fait bien, c'est super, ça me lance. Voilà. La responsabilité. Non mais, c'est vrai, ce que je veux dire par là, j'aime toujours pas. Non, oui, là, je comprends. Non, ce que je veux dire par là, c'est ouais, on marche dans la rue, le virus nous tombe dessus, on n'a aucune responsabilité là-dedans, on n'a aucun contrôle là-dedans, on est complètement désarmé, finalement. Et surtout, finalement, il n'y a rien qui va pouvoir nous garantir que ça ne va pas se reproduire de la même façon juste après. Alors que finalement, dans une vision qui est une vision de terrain, on comprend que le terrain est tout et que le symptôme, l'élément extérieur n'est rien. Et donc finalement, ça va amener une démarche de responsabilisation de l'individu. Et je vais vous dire un truc, se responsabiliser par rapport à sa santé, c'est le truc c'est la meilleure chose qui soit, je crois. C'est-à-dire que moi je vois souvent des gens qui me contactent et qu'on a baladé avec des tas d'explications. En fait, on nous a tous persuadés que c'était confortable d'être assis dans notre canapé
avait la télécommande comme ça, à regarder le monde vivre, hein, et puis à être peinard, à pas se poser de problèmes, à pas s'impliquer trop, à pas ressentir trop, à être dans une espèce de tiédeur confortable, hein, dans lequel on mange, hein, on dort, on ne se pose pas de problèmes, tranquille. Et en réalité, c'est l'exact inverse. On n'est pas fait pour vivre dans un environnement tiède, on est fait pour vivre dans un environnement bouillant, on est fait pour avoir de la passion, on est fait pour brûler, on est fait pour porter, pour se responsabiliser. N'importe qui commence à comprendre un peu comment fonctionne le corps humain, le premier truc qu'il me dit, je suis acteur. Je suis acteur de ce qui se passe. Et donc, quand je vous disais que finalement, il ne faut pas le même temps pour faire sortir tout ce qu'on a accumulé, et ça c'est tant mieux, eh bien, dans ce phénomène d'être acteur, on devient complètement responsable de ce qui se passe. Et donc, comprendre les phénomènes, c'est le plus important. Pour moi, l'important n'est pas d'avoir des solutions, l'important est de comprendre ce qu'il faut faire. Et je sais qu'actuellement, là c'est un petit peu mon dada, c'est de dire, il n'y a pas vraiment de règle absolue pour tous les individus. C'est-à-dire que ce qu'il va y avoir, c'est un cadre. Un cadre dans lequel on sait qu'on peut fonctionner. Comme je vous disais, on met un enfant à 70 degrés, ça ne va pas fonctionner. Là, passer le petit ballon. On met un enfant à moins 20 degrés, pareil, ça ne va pas tenir longtemps. Il y a un cadre. On sait, bon, 70 à 1, moins 20 à 1. Bon, après, on en prend un deuxième enfant, on le met à 60 degrés à 1. Bon, voilà. On sait, bon, et par rapprochement, on va dire, ok, il ne faut pas exposer un nouveau-né à plus de 34-35 degrés, ça commence à faire trop chaud. Ok, bon, mais là, on a une borne. Celle-là, elle est infranchissable. On a un individu, on dit, bon, en dessous de 0 degré, il ne faut pas trop l'exposer. Ok, on a une borne. Pareil en termes alimentaires, pareil en termes de sommeil, pareil en termes d'exercice physique. On détermine un cadre. Ce cadre, il est large. Ce cadre, il est large, mais il est surtout spécifique à l'espèce humaine. Ce cadre, une fois qu'on le connaît, ça va être à chacun de déterminer à quel endroit du cadre, à quel moment de vie il va se situer. Et ça, c'est pour moi, c'est le challenge le plus important actuellement. Parce que quand on parle de se responsabiliser, c'est pas simplement se responsabiliser par rapport à la compréhension, c'est se responsabiliser aussi par rapport aux solutions. C'est-à-dire connaître le cadre et devenir acteur. C'est-à-dire arriver à comprendre que finalement, on n'a pas besoin de se référer à quelqu'un d'autre pour arriver à déterminer ce qui est bon pour nous. Actuellement, on est dans une culture de la délégation. C'est-à-dire, on est dans une culture où on est dans le canapé, on ne ressent pas grand-chose, on ne prend pas grand-chose comme décision, et les décisions sont prises pour nous. Un truc que j'ai souvent entendu, c'est « ils ont décidé »,« on m'a dit ». Ce fameux « on m'a dit »,« ils ont décidé », dans lequel finalement, nous, on est privé de toute liberté. Mais un individu qui est privé de liberté, un individu qui est privé de sa propre décision, on ne se rend pas compte, mais c'est un individu en stress. À partir du moment où les fonctions normales de l'individu ne sont pas assurées, pour l'individu, il y a stress. Le stress est extrêmement acidifiant et destructeur pour l'organisme. Et on ignore certaines de ces fonctions. Par exemple, l'une des premières fonctions dans un individu normal qui devrait être assuré, c'est d'être acteur, d'être actif dans sa vie, d'être créatif dans sa vie. Quelqu'un qui ne peut pas l'être est en stress. Quelqu'un qui ne peut pas, dans sa vie, exercer son pouvoir de création, quelqu'un qui ne peut pas exercer son pouvoir de responsabilité sur lui-même est en stress. Et ça, on l'ignore trop. Quelqu'un qui ne peut pas, par exemple, encore un trou. Non, j'ai un truc qui m'était venu, là, qui était très bon. Désolé, je garde pour moi. Non mais, cette notion, voilà, cette notion de faire ses propres choix dans un cadre déterminé, c'est pour moi la notion essentielle. Et ça devrait faire partie des apprentissages de base, vraiment, d'un individu. Hein. Ce cadre de développement physiologique normal. Est-ce qu'on vous l'a appris quand vous êtes jeune? Est-ce qu'on vous a donné une notice d'utilisation? Moi, on ne m'a pas donné cette notice d'utilisation, ce qui fait que moi, jusqu'à 18 ans, j'ai vécu avec papa, maman, bien rangé, bon élève. Quand j'avais des bonnes notes, on me demandait rien. Je faisais ce que je voulais, mais j'étais tranquille. Papa, maman, contexte familial. À 18 ans, je suis parti de la maison. Et là, j'ai commencé à rencontrer du monde. Et comme on ne m'avait pas donné le cadre, on a commencé à me faire découvrir l'alcool, et on ne m'avait pas dit que c'était hors cadre et tous les dégâts que ça pouvait faire. Si, j'avais vaguement entendu, mais étant donné qu'on en vend partout, bon, ça paraissait pas sérieux. Et donc, j'ai commencé à consommer de l'alcool. Après, on m'a présenté tout type de drogue. J'ai commencé à consommer des drogues parce que je ne savais pas que c'était hors cadre. On ne m'avait pas donné le cadre normal de développement de l'individu. On ne m'avait pas dit les conséquences que ça pouvait avoir. Et donc, si chacun avait un cadre de développement, eh bien, au moins, on aurait une possibilité, c'est-à-dire sortir de l'arbitraire. C'est-à-dire, faire ton cadre.
dans lequel on t'a dit, si tu es dans ce cadre, tout va bien pour toi. Tu es heureux, tu es en pleine santé, tu es en joie, tu es en pleine forme, tout marche bien. Si tu fais un pas du cadre, tu vas gagner. Mais après, chaque individu a totalement le choix de rester dans le cadre ou de sortir du cadre. Sauf que, quand il sort du cadre, il sait pourquoi ça se passe mal. Et là, il y a la grosse différence. Et je pense à une anecdote, par exemple, moi, actuellement, à la maison, c'est une grosse problématique, c'est comment présenter ce cadre dans le contexte alimentaire à un enfant sans être trop coercitif. Parce que, vous avez un enfant, il voit des tas d'aliments, par exemple, il a envie de tout manger, de tout goûter. Et puis, il y a certains aliments, c'est vrai que si on les mélange, ça peut donner des résultats plus ou moins rock'n'roll, par exemple. Le style manger à bloc de banane, puis après à bloc d'avocat, puis après à bloc de banane, puis après à bloc d'avocat, on peut faire des sandwichs comme ça, puis à un moment, ça va mal se passer au niveau digestif. Comment apprendre à un enfant le cadre sans pour cela le contraindre trop? C'est lui dire, écoute, tu peux faire ton choix, c'est pas ni bien ni mal, tu fais un choix, mais voilà comment ça fonctionne de la manière idéale, d'accord? Si tu choisis de faire un pas de côté, il se peut que tu expérimentes ça. Tu as parfaitement le droit de le faire, par contre, ensuite, tu en subiras un petit peu les conséquences. C'est pas grave, mais c'est important. Eh bien, à l'échelle d'un individu, c'est à peu près ça qui nous manque. C'est-à-dire que, comme on ne connaît pas le cadre, comme on ne connaît pas les conséquences du pas de côté par rapport à ce cadre, et bien finalement, on passe notre vie à marcher à côté du cadre, on passe notre vie finalement à passer à côté de nos besoins réels, et nos besoins, ils ne sont pas que alimentaires. On est affamé en permanence. Et ça, c'est une chose que j'entends très très souvent à l'échelle des individus. Sur le plan alimentaire, il y a des gens qui disent, voilà, par exemple, bon, j'ai compris, j'ai changé un petit peu de régime, et puis j'ai découvert par exemple les jus de légumes. Et il y a des gens qui me disent, voilà, c'est hallucinant, j'en bois comme si j'avais une soif inextinguible. J'ai une soif inextinguible de minéraux et ainsi de suite. Nous sommes affamés chroniques sur le plan physiologique. On a faim de vraie nourriture. Nous sommes une civilisation dans laquelle finalement il y a une pléthore en termes de calories et il y a une carence nutritionnelle massive. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de micro-éléments, tous ces éléments qui devraient nous rendre vivants sont manquants. Donc on est en faim, on est affamé en permanence sur le plan physiologique. On est affamé sur le plan psycho-émotionnel. Pourquoi? Parce qu'un individu n'est pas fait pour vivre seul ou en famille fermée. On est fait pour vivre en communauté, en interrelation les uns avec les autres, dans une relation qui continue, dans une relation de partage. Et donc, à ce niveau-là, l'individu est aussi affamé. Et donc, on est une civilisation de la pléthore, semble-t-il, et on n'a jamais été aussi affamé physiologiquement, on n'a jamais été aussi... Ça commence à faire longtemps. On n'a jamais été autant affamé au niveau émotionnel, on n'a jamais été autant affamé au niveau spirituel. Et donc, ce leurre de la surabondance, finalement, ce qu'on a oublié, c'est que toute nourriture n'est pas bonne pour l'homme. Il y a des nourritures qui rentrent dans le cadre, et il y a des nourritures qui sont hors cadre. On a beau se nourrir, si les aliments qu'on prend sont hors cadre, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'accumuler dans le corps, ils vont entraver le fonctionnement normal du corps, et ils vont nous laisser affamés. Ils vont nous laisser affamés sur le côté. C'est-à-dire que les relations par Internet sur Facebook, c'est bien joli, c'est cool, moi je me fais prendre à ça aussi, sauf que ça ne nourrit pas sur le plan émotionnel. On a plein d'amis, mais ça ne nourrit pas. Et en nous, il reste cette béance. Sauf que quand on mange des aliments, par exemple, on se remplit le ventre avec des aliments pour lesquels nous ne sommes pas faits, eh bien la plupart de ces aliments ne vont pas nous nourrir, ils vont nous laisser cette sensation de vide qui fait qu'on va surmanger. Et d'ailleurs, c'est intéressant. C'est intéressant pour une certaine part de l'industrie qui a pour intérêt de vendre ces aliments, c'est que comme ils ne vont jamais nous satisfaire, eh bien on va avoir tendance à en manger. Sur le plan émotionnel, c'est pareil. On est en permanence en train d'essayer de manger. Pourquoi? Parce qu'on est hors cadre, qu'on n'a pas mis des aliments qui sont normaux pour l'individu, et que la seule chose à faire pour que ça fonctionne de manière adéquate, eh ben, c'est de rentrer dans le cadre et de permettre à l'individu de se nourrir. Enfin, on est affamé. C'est là où c'est amusant. On est une civilisation qui grossit littéralement, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens obèses, et on n'a jamais été aussi maigre, aussi affamé, aussi pauvre dans notre corps, dans notre esprit, dans notre âme. Et ça, c'est pour moi une caractéristique de l'individu actuellement. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il suffit de se nourrir pour que ça revienne. Là, c'est une bonne nouvelle.
Alors, en même temps, c'est pas vrai. Et ça, c'est la dernière nuance que je voudrais quand même apporter pour arrêter de faire des discours angéliques. Parce que, je vous ai dit au début, la physiologie, on n'en a pas besoin pour vivre. Ça, c'est valable. C'est valable tant qu'on reste dans un certain domaine. C'est-à-dire que je vous ai dit que l'individu, c'était un individu d'équilibre, en permanence. C'est-à-dire qu'on a un excès d'un côté, hop, ça corrige. On a un excès, une carence de l'autre, hop, ça corrige. Et ça corrige en permanence. À l'échelle du corps humain, ça fonctionne à une vitesse incroyable. On ne connaît pas tous les processus à l'échelle de la vie. C'est-à-dire que notre physiologie, aussi savante soit-elle actuellement, elle ne sait pas définir tous les processus de vie à l'échelle du corps humain. C'est un processus d'une complexité telle qu'on ne peut pas le modéliser actuellement. Et je ne pense pas qu'on pourra un jour le modéliser. Ça, c'est ma foi personnelle, mais je ne pense pas que ça puisse être modélisé. Par contre, à l'échelle de l'individu, ce que... Encore en blanc. Non, mais il y avait une idée, puis ça a pris trop de temps pour l'expliquer. Non, voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'il peut arriver des cas où cette capacité pour le corps à remonter, eh bien, elle n'est plus là. C'est-à-dire, vous savez, c'est un peu comme quand j'étais petit, moi j'avais une tasse culbuto. Je ne sais pas si vous avez ça. C'est une tasse, tu lui donnes une baffe, elle revient sans cesse. Tu lui donnes une baffe, elle revient sans cesse. Et puis il y a des individus, il y a des sols, il y a des terrains. C'est valable aussi à l'échelle des terrains. Eric va vous dire, il y a un terrain, par exemple, tu le laisses tranquille, tu le laisses à l'état de friche, il va redémarrer tout seul. Ça, c'est vrai jusqu'à un certain point. Si le sol a été trop lésé, trop martyrisé, trop agressé, eh bien ce sol, il va rester 20 ans, 30 ans, 40 ans, bloqué dans un état où il ne va pas évoluer. Et c'est pour ça qu'il faut arrêter de dire aussi que ça fonctionne tout seul comme ça par miracle. C'est vrai pour nombre de personnes, c'est vrai pour nombre de sols, mais il y a aussi des cas où finalement, eh bien, la possibilité de cet équilibrage qu'on appelle la fonction homéostatique du corps, c'est-à-dire la capacité à revenir à cet état d'équilibre, qui est l'état de pleine santé, de joie, d'épanouissement, eh bien, elle n'est plus là. Et c'est à ce moment-là où c'est intéressant, comme le fait Eric, de connaître les lois et les fonctionnements du monde naturel. C'est là où c'est intéressant de connaître les lois et le fonctionnement du monde physiologique pour savoir comment donner la petite chitonode, la petite impulsion qui va faire que hop, le système va redémarrer. Et toute la science, là, ça va être finalement de donner juste l'impulsion qu'il faut. Parce que si vous avez votre culbuto, il fait comme ça, il faut lui donner une chitonode pour il va s'exposer de l'autre côté. Donc ça, c'est pas le but. Et le problème, c'est qu'actuellement, il faut apprendre vraiment à doser le petit soutien qu'on va donner au terrain, le petit soutien qu'on va donner à l'individu pour juste relancer ses forces de vie, repermettre qu'à nouveau elles fonctionnent, et à ce moment-là, ensuite, je vais terminer le texte. Et ensuite, le système redémarrera. Donc oui, tout système, tout individu a la capacité de revenir par lui-même à l'état d'équilibre, à condition qu'il n'ait pas dépassé le maximum qu'il pouvait tolérer. Et s'il a dépassé ce maximum qu'il peut tolérer, eh bien c'est là où il est nécessaire de soutenir un petit peu. Et c'est pour ça que je pense qu'on est une époque où on a développé en termes de santé des outils colossaux. Un outil en lui-même, il est neutre. Mon grand-père me disait toujours, avec une mèche, petit, tu peux fendre le crâne de ton voisin, ou tu peux tracer un sillon pour semer des plantes et donner une belle récolte. L'outil est neutre. On a créé des outils en termes de santé, on a créé des outils techniques en termes d'agriculture qui sont neutres. Ça dépend avec quelle idéologie on va les utiliser. Et donc je pense qu'il est vraiment temps actuellement d'arrêter de qualifier l'outil, de faire des camps, de se séparer, et plutôt de viser un but. Le but, c'est l'efficacité, le but, c'est la régénération. Et c'est là où ça a été intéressant avec Eric, parce qu'on s'est connus il y a pas mal d'années, on s'est pas mal côtoyés, puis on s'était un petit peu, pas perdu de vue, mais voilà, on a chacun évolué un petit peu dans son sens. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a développé la notion de système régénératif. Et moi, j'ai développé, moi. En plus, le nom régénère n'est même pas de moi. Il est de ma femme, j'en voulais pas au début. Qu'est-ce que c'est que ce nom, c'est horrible et tout. Mais on a développé cette notion de régénération. Et je crois que c'est vraiment la priorité des priorités à mettre en avant. La capacité de régénération, elle est intrinsèque, elle est propre au milieu vivant. À partir du moment où on lui donne les bonnes conditions, connaître ces bonnes conditions, c'est favoriser ces processus de régénération. Et
Si ces processus de régénération eh bien, ne peuvent plus être activés parce qu'on a dépassé un petit peu trop la limite, c'est là où l'ingénierie humaine qu'on a développée durant tous ces siècles précédents, qui nous a conduit d'un certain côté à notre perte, tous ces outils, eh bien, on peut aussi les utiliser pour régénérer. Il y a une phrase que dit Eric, que j'aime bien souvent, il dit souvent « Utilisons les dernières gouttes de pétrole pour préparer l'après-pétrole ». Moi je dis « Utilisons les moyens modernes aussi d'investigation pour permettre à l'individu de revenir à son état d'équilibre en sachant jusqu'où il faut aller et jusqu'où s'arrêter ». C'était vraiment ce que j'avais envie de partager ce soir. Je suis désolé, c'est parti un peu dans toutes les directions. J'espère que vous avez suivi le fil. J'espère qu'il y en avait un pour vous. On va continuer avec Eric, si tu veux bien, pour un petit temps de questions, d'échanges. Si vous avez des remarques, si toi et moi, je vais redescendre. Merci beaucoup.